Dès le début du Moyen-Âge, des édifices en bois puis en pierre s'imposent comme autant de remparts défendant le territoire, les châteaux forts. L'idée de faire un château aussi grand, c'est d'une part d'impressionner. Il s'agit de montrer que le roi de France est fort, et il est fort. Des centaines ont été construits en Europe et jusqu'aux portes du Moyen-Orient. Mais leurs formes, leurs plans, leurs caractéristiques ont considérablement évolué au fil du temps. Ici, derrière la beauté des pierres, se cache en fait un enfer historique. Partout, la construction des châteaux a accompagné l'évolution politique et culturelle de la période médiévale. Ils sont autant de symboles du pouvoir de leurs commanditaires, seigneurs ou souverains. Cette salle a un peu les mêmes fonctions que la Galerie des Glaces à Versailles. C'est ici qu'on en mettait un petit peu plein la vue à tout le monde, donc c'est le château rêvé. Face au progrès de l'armement, ces édifices prestigieux n'ont eu de cesse de s'adapter pour devenir de véritables forteresses militaires à l'architecture massive et au système de défense de plus en plus performant. La grande innovation, c'est d'avoir construit un bâtiment qui va être presque enterré, avec des attaquants qui sont totalement à découvert, quoi qu'ils fassent. On leur tire dessus. Qu'ils aient été préservés ou qu'ils ne soient plus que ruines, ces édifices fascinent toujours le public. Marqueurs d'un monde en constante mutation, les châteaux forts racontent à eux seuls 500 ans de Moyen-Âge. À l'origine, les premiers châteaux forts se composent essentiellement d'une grande tour en bois érigée sur une motte artificielle et d'une basse-cour protégée par une simple palissade et un fossé. Mais à partir du Xe et XIe siècle, l'usage de la pierre va venir renforcer ces fortifications dont la fonction est autant militaire que politique et administrative. Petits et grands seigneurs les construisent au sein de territoires très convoités, à une époque où Français et Anglo-Normands se disputent chaque position stratégique. Les châteaux forts sont alors conçus pour être des refuges imprenables, symboles du pouvoir féodal. Cette défense dite passive repose en majeure partie sur la succession d'obstacles maçonnés et des donjons aux formes quadrangulaires n'offrant aucune prise à l'adversaire. En 1180, l'accession au trône de Philippe Auguste, le roi bâtisseur, va révolutionner l'architecture des châteaux forts qu'il intègre à sa stratégie de reconquête du territoire. Entre 1199 et 1214, il mène de grandes campagnes et reprend au nord l'Artois, le Boulonnais, le Valois et le Vermandois. À l'ouest, il rattache le Vexin normand, la Normandie, la Bretagne, le Maine, le Poitou, la Touraine et l'Anjou. Au centre, il annexe le Berry et l'Auvergne, et enfin à l'est, il récupère la Champagne. Pour administrer et défendre ces territoires, Philippe Auguste va faire construire un nombre considérable de forteresses au plan standardisé. Les tours carrées ont été abandonnées au profit de tours circulaires percées d'archères, offrant aux soldats tous les angles de tir nécessaires à une défense plus active de la place forte. Ces tours rondes ont également vocation à faire ricocher les projectiles de l'assaillant, car de retour de croisade, les souverains français et anglo-normands ont rapporté avec eux les plans d'engins de jet particulièrement dévastateurs. Ainsi, au XIIIe siècle, trébuchets et mangonneaux sont de plus en plus employés pour assiéger les places fortes. Face à cette nouvelle menace, l'architecture des châteaux va continuer de s'adapter. La citadelle de Château-Gaillard en Normandie a fait la fierté de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui a accompli l'exploit de la faire bâtir en 2 ans seulement. Ultime rempart destiné à stopper la progression de Philippe Auguste vers Rouen, ce château fort a été doté de nombreux attributs permettant de résister aux nouvelles techniques d'attaque. Vous avez là derrière moi la Seine et c'est là tout l'enjeu. Parce qu'en fait, le roi de France va essayer d'envahir la Normandie par la Seine. Et donc, il faut absolument contrôler la Seine. Et pour cela, le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, dans le lit de la Seine, il a fait planter 3 rangées de pieux qu'on appelle une estacade et qui empêchait la navigation des bateaux.
On ne pouvait plus aller en direction de Rouen et le château était là, sur un promontoire rocheux, 100 mètres au-dessus de la Seine, donc pour contrôler cette estacade. Et en fait, ce château va bénéficier d'innovations qu'avait vu Richard lors de la Troisième Croisade. Il va voir des châteaux là-bas, en Palestine, et il va rapporter certaines idées comme les festons. Les festons, ce sont ces arrondis successifs sur la muraille qui ont pour but d'éviter que les pierres, quand elles sont envoyées par les catapultes, n'abîment trop facilement le mur. Les festons sont là pour faire ricocher les pierres. Autre innovation destinée à faire ricocher les projectiles, l'éperon de la tour maîtresse. Une tour ronde en son centre, mais pourvue d'un angle saillant sur son flanc sud-est, le plus exposé au tir des engins de jet. Et puis, vous avez aussi ces fameux triangles de pierre. Donc, en fait, il faut imaginer qu'ils se poursuivaient, qu'ils se reliaient un peu comme s'il y avait des arches de pont. Et entre les triangles de pierre, il y avait des espaces pour tirer sur ceux qui étaient en dessous. Et donc, c'est la première fois que l'on va avoir en Europe des machicoulis sur des supports triangulaires. Toutes ces innovations ont fait la réputation de Château-Gaillard, une citadelle dite imprenable. Le roi de France, Philippe Auguste, devra d'ailleurs attendre la fin d'un très long siège et une erreur stratégique des Anglo-Normands pour réussir à s'en emparer. Philippe Auguste va arriver en septembre 1203 avec son armée et dans un premier temps, ils vont essayer de prendre la forteresse sans combattre, c'est-à-dire en faisant un siège, en organisant un siège pour essayer d'affamer les troupes qui étaient à l'intérieur. Il y avait à peu près 300 Anglo-Normands qui défendaient la forteresse. Ça n'a pas marché, hein. Ils ont attendu comme ça de septembre 1203 à peu près courant janvier 1204. Et après, donc, Philippe Auguste, trouvant un petit peu le temps long, va décider d'attaquer la forteresse. Et dans un premier temps, il va profiter d'une faiblesse qui se trouve derrière moi, en fait, dans ce mur ici. Vous avez une série de petites ouvertures pour aérer une réserve. Et c'est par ces petites ouvertures, qui n'étaient pas défendues, pas surveillées par les Anglo-Normands, que 20 soldats vont s'infiltrer et pénétrer comme ça dans la basse-cour, surprenant les défenseurs qui, au lieu de défendre cette basse-cour, vont préférer se réfugier derrière le mur de la haute-cour. Dans un second temps, le pilonnage de l'enceinte de la haute-cour par les trébuchets obligera la garnison à capituler au printemps 1204. Château-Gaillard reste néanmoins précurseur, certains éléments de son architecture se généralisant tout au long du XIIIe siècle, un peu partout sur le territoire. À l'image des hours en bois, vulnérables au feu, qui seront progressivement remplacés par des constructions en encorbellement. Les bretèches de petits avant-corps rectangulaires ou à pans coupés, et les machicoulis, des galeries de pierre courant sur le sommet des tours ou des murailles. Alors, le mot de machicoulis, c'est deux mots qui ont été accolés. Ça vient de mâcher, qui veut dire écraser, et coulis, qui est le cou, le col. Et donc, quand on reçoit une pierre sur la tête, ça vous écrase, ça vous enfonce la tête et le cou dans les épaules, donc machicoulis. Au château de Bénac, dans le Périgord, ces éléments de défense rendaient l'accès au pied du donjon particulièrement difficile pour les assaillants. Alors côté nord, on a une bretèche qui sert pour surveiller justement, mais aussi pour défendre la base du mur. Vous avez des trous justement au sol pour pouvoir défendre la base du mur. Ensuite, vous avez les machicoulis, là, les pierres qui avancent, qui permettent aussi de défendre la base du mur tout en haut. Et vous avez les échauguettes. Donc c'est la même chose que les bretèches, mais ça va être plutôt sur l'angle du mur. Donc l'échauguette qui est ici renferme seulement un escalier. L'autre échauguette, c'est vraiment une échauguette de surveillance. Elle est juste au-dessus du bâtiment de l'éperon. La reconquête du territoire initiée par Philippe Auguste se poursuivra avec ses successeurs, son fils Louis VIII et son petit-fils Louis IX, qui n'auront de cesse d'agrandir le domaine royal. Ces croisades atteignent l'extrême sud de la France et en 1226, la cité de Carcassonne, alors aux mains du comte de Toulouse. Dans cette région, la notion de château fort prend une signification légèrement différente. En fait, il y a une grande différence entre le nord et le sud. Dans le nord, on a le château fort en haut sur sa butte et très souvent la population qui va vivre en bas.
Ici dans le Midi, on a la tour au sommet de la butte, mais on a le village qui se forme tout autour. Et on appelle un château, en fait, un village fortifié, où tout le monde vit ensemble et où tout le monde se connaît. La guerre, en particulier la croisade contre les hérétiques qualifiés d'albigeois, qui va commencer en 1209 et qui se terminera 20 ans plus tard, va faire que ce monde change. Le pouvoir va changer, devenir royal. Et à ce moment-là, on aura une architecture française et également une nouvelle frontière avec le royaume d'Aragon, c'est-à-dire l'Espagne. Pour le représenter, le roi de France installe à Carcassonne un sénéchal. À ce moment-là, pour protéger le sénéchal du roi, on va construire le château de type augustéen, qu'on appelle aujourd'hui le château comtal, mais qui s'appelait effectivement le château royal au Moyen-Âge. Dans ce même temps, on crée ici une spécialité régionale qui était l'Inquisition. Cela va provoquer des soulèvements de population. Cette population qui se soulève, elle est trop dangereuse. On la chasse de l'autre côté du fleuve, au moment même où on construit alors une seconde enceinte. En temps de guerre, l'espace aménagé entre les deux remparts permettra de piéger l'ennemi sur un terrain découvert. En temps de paix, il servira à accueillir des manifestations en tout genre, comme des marchés ou des foires. Et quand cette seconde enceinte est construite, entre 1240 et 1260 à peu près, eh bien, on renforce de nouveau l'enceinte intérieure avec de nouvelles tours, avec une architecture plus moderne, des tours à bec pour se défendre des catapultes, avec un éperon. Désormais, on a des défenses actives avec des archères en étrier. À ce moment-là, les tours sont beaucoup plus grosses. On a des pierres à bosse. On a des doubles herses, 2 portes, 2 herses. On a des ponts basculants qui vont se mettre en place plutôt vers le XVe siècle, alors que jusque-là, on avait des ponts de bois où on enlevait les poutres et on avait un vide et des fossés. C'est un chantier qui a dû durer entre 1240 et 1280. Sur une cinquantaine d'années, en fait, on a eu le temps à Carcassonne de faire qu'une ville romaine devienne une ville médiévale. Cette vaste acropole constitue un ensemble monumental et hors norme. Le rempart, long de 3 km, est jalonné de 40 tours et de 2 grandes portes. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997, Carcassonne est souvent désignée comme la plus belle cité fortifiée d'Europe. Ici, derrière la beauté des pierres, se cache en fait un enfer historique. La ville de Carcassonne est une ville caserne, au même moment où elle devenait une ville prison. Et il faut dire que bon nombre des tours de Carcassonne ont servi de prison jusqu'à la Révolution. Et c'est ici que des centaines et centaines de personnes seront emprisonnées, sans savoir pourquoi d'ailleurs, pour dépendre de ce tribunal terrible qu'était l'Inquisition. Depuis Carcassonne, le sénéchal mandaté par le roi administre le territoire et protège la nouvelle frontière entre le royaume de France et celui d'Aragon. Fixée en 1248 par le traité de Corbeil, cette nouvelle limite du royaume suit le tracé de plusieurs vallées successives. Pour les surveiller, d'imposantes forteresses ont été investies quelques années plus tôt par l'armée de Louis IX. Leurs noms : Aguilar, Quéribus, Peypertus ou encore Puylaurens. Parmi ces citadelles du vertige perchées au sommet des falaises, celle de Peypertus dans l'Aude est sans doute la plus impressionnante. Avec l'arrivée du roi, on n'a plus besoin de loger une famille seigneuriale, mais on a besoin de loger une garnison. Donc le système est radical. On rase quasiment tout, on détruit tout, et on repart sur un plan totalement différent, avec une volonté de fermer tout le sommet du promontoire sur lequel est bâti le château. On veut vraiment occuper l'intégralité de la crête. Donc à mon point de vue, les gens qui sont en charge de cette opération vont très vite, à partir de vestiges existants, créer un premier noyau fortifié qui correspond à ce bâtiment qu'on appelle le donjon vieux. Et ce qui est révélateur, c'est qu'on voit sur la partie semi-circulaire qui est derrière moi, qui n'est pas une tour au départ, mais qui est l'abside d'une église romane, on voit la différence entre les maçonneries antérieures à la période royale, du XIe, XIIe siècle, etc., en partie basse, avec des petits moellons, et on voit les grandes pierres de taille et les créneaux et merlons percés d'archères de la partie royale. Ça se distingue très très nettement ici. Donc on a dans un premier temps un premier noyau fortifié qui est lancé sans doute très vite et à peu de frais, et depuis ce noyau, on organise la construction du grand chantier qui lui va durer des décennies. La forteresse mesure 300 mètres de long et environ 60 mètres de large. Elle est en réalité constituée de 2 châteaux séparés par une vaste esplanade centrale bordée par un rempart et des tours semi-circulaires.
En partie basse, la première enceinte intègre le donjon vieux et les bâtiments de la garnison, tandis que le second château, érigé 200 mètres plus haut, sert de retranchement en cas de siège. L'idée de faire un château aussi grand, c'est, à mon avis, elle est double, peut-être triple même. C'est d'une part d'impressionner. On arrive sur une zone tendue. Il s'agit de montrer que le roi de France est fort, et il est fort. Il s'agit, à mon avis, vraiment de préparer la progression des armées royales françaises vers le sud, c'est-à-dire on a sur des châteaux qui sont un dispositif aussi offensif. Et le troisième point, c'est qu'en créant ces châteaux, on crée des grands chantiers dans lesquels on va embaucher la main-d'œuvre locale, elle va être payée correctement, et ça va, à mon point de vue, énormément favoriser l'assimilation des populations locales à l'autorité royale française. Bien qu'érigées dans un environnement particulièrement hostile, ces citadelles du vertige n'échapperont pas à la volonté du roi d'imposer le style architectural et défensif initié par Philippe Auguste. On est sur l'héritage château-fort philippien, mais par contre totalement adapté à un contexte de montagne, un contexte rocheux. Ici, on n'a pas le donjon classique, la grande tour ronde, etc., parce qu'elle n'a pas lieu d'être dans ce contexte, dans cette topographie. Mais par contre, on a un principe de défense active avec toujours une partie forte au niveau des ouvertures de tir, au niveau des chemins de ronde. Tout est conçu ici pour l'arbalète. Donc quelques hommes bien équipés en arbalète avec des quantités de munitions suffisantes arrivent à bloquer quand même un effectif important d'adversaires. À 30 km à vol d'oiseau de Peypertus, le château de Puylaurens se dresse au sommet du mont Ardu. Perchée sur cet éperon calcaire, à 700 mètres d'altitude, cette citadelle est sans doute la plus inaccessible des 5 forteresses, protégeant la voie menant au château royal et à la cité de Carcassonne. Ces 5 châteaux étaient Peyrepertus, Quéribus, Aguilar, Thermes et Puylaurens. Ils constituaient donc la ligne Maginot du royaume de France. Et donc ces 5 châteaux vont être baptisés les 5 fils de la sénéchaussée de Carcassonne, puisque leur rôle est défensif et effectivement de protéger à tout prix Carcassonne. Donc en fait, le château de Puylaurens était finalement le plus important des 5 fils de la sénéchaussée de Carcassonne, puisque c'était le plus méridional, le plus au sud. Passé aux mains de la royauté française en 1250, le château va connaître une longue période de consolidation et de fortification jusqu'en 1285. Puylaurens doit à tout prix défendre la région contre les incursions espagnoles. Les systèmes de défense vont ici, bien plus qu'ailleurs, être multipliés. Les fondations du château, c'est la montagne. Et un des premiers systèmes défensifs, donc ça c'est le génie des constructeurs français, consiste à épouser la forme de la montagne. Mais surtout, pour corser l'approche, on va construire les murs d'enceinte au bord du vide. On oblige l'ennemi à emprunter un seul accès, ce qui permet effectivement d'installer tous les systèmes défensifs possibles qu'on a pu imaginer du XIIIe au XVIIe pour empêcher l'ennemi de rejoindre la première enceinte. C'est-à-dire qu'on va installer un système d'accès en chicane. Donc la chicane est une série de virages à angle droit. On va avoir 9 niveaux de chicane fermés par des murs, percé de meurtrières, à savoir que ce système de chicane est un système de sas, c'est-à-dire qu'on bloque l'ennemi dans un espace restreint. Ensuite, on va rajouter également la barbacane, une construction défensive qui se trouve à l'extérieur du château et qui permet de contrôler la montée au château. Et pour finir, après la porte de la première enceinte, on va mettre en place un système de courettes qui est un véritable cul-de-sac. Ce cul-de-sac est fermé par une grande porte et de part et d'autre, on a 12 meurtrières. Donc, autant dire, pardonnez-moi, que c'est une véritable boucherie. Si la montagne fait partie intégrante de la défense de ces places fortes, la topographie du lieu a également été utilisée pour construire plus rapidement, maîtriser les coûts du chantier et limiter les transports. Quand on imagine construire une telle forteresse dans un endroit aussi escarpé, la première question qui vient, mais les pierres, etc., comment on fait pour porter les matériaux? Alors, on ne les porte pas, en fait, les matériaux, on les prend systématiquement sur place. Le château est bâti dans sa propre carrière. Ça se voit très très bien ici, on voit que les carriers, les tailleurs de pierre, ont récupéré les cailloux ici, sur ce front de taille, par exemple, là,
ont mis en œuvre ces cailloux dans les murs qui nous entourent, mais en même temps ont taillé le front pour qu'il constitue lui-même un des murs du château. Ils sont même allés plus loin, puisqu'on voit dans la partie haute, ils ont aménagé un escalier et quasiment le départ d'un couloir. Voilà, donc on a vraiment une intégration des bâtiments du château dans la carrière même, ce qui fait évidemment une économie d'échelle énorme et qui permet de gagner du temps et de l'énergie. Et autre utilisation judicieuse, ici, on a une ancienne ouverture qui a été murée dans un second temps, qui est en fait une espèce de sortie de secours. On peut toujours évacuer une partie de la garnison, une personne, un messager, etc., très discrètement, parce que derrière cette poterne, on arrive sur une aiguille rocheuse qui masque la descente. Donc là encore, on se sert de la topographie pour rendre le château encore plus efficace. Pour accéder au chantier du château haut, les bâtisseurs devaient traverser l'esplanade centrale et gravir un escalier vertigineux de 71 marches taillées dans le roc. Ici aussi, le château a donc été construit sur sa propre carrière. Et pour acheminer le reste des matériaux depuis la vallée, l'usage des engins de levage médiévaux était bien sûr incontournable. Donc ici, on a un aménagement intéressant, puisque cette encoche qui est taillée dans le rocher semble être l'emplacement d'une cage à écureuil, un treuil qui permettait d'acheminer les matériaux, puisque bien sûr on prenait la pierre sur place, mais quand même il y avait quantité de choses à monter, il y avait le bois, il y avait les tuiles, il y avait le liant, le mortier de chaux, etc. Tout ça, il faut acheminer des matériaux ici. Et effectivement, quand on regarde ce surplomb de falaise, on s'aperçoit qu'on peut arriver assez facilement en contrebas et gagner donc évidemment une grosse charge de travail. Les œuvriers du château de Guédelon en Bourgogne utilisent quotidiennement les cages à écureuils. Ce chantier d'archéologie expérimentale s'est donné pour mission de construire un château fort selon les techniques du XIIIe siècle. Pour fabriquer leurs engins de levage, les initiateurs du projet se sont donc inspirés des enluminures du Moyen-Âge. Ils ont ainsi reproduit à l'identique différents modèles de cages à simple ou à double tambour. Cet engin de levage, connu depuis l'Antiquité, fonctionne grâce à la démultiplication des forces. La cage, d'un diamètre de 2 à 3 mètres, munie de rayons, est montée sur un axe qui entraîne un tambour solidaire sur lequel vient s'enrouler la corde tirant la charge à soulever. La démultiplication de la force de levage est de 1 pour 10. Un ouvrier peut donc soulever à lui seul jusqu'à 500 kg. Avec un double tambour et 2 hommes à l'intérieur, cet ancêtre de la grue permet de hisser des charges pouvant aller jusqu'à 800 kg. Les cages à écureuils peuvent être facilement démontées et replacées à n'importe quel endroit du chantier, y compris tout en haut des murailles. Donc on travaille avec une cage à double tambour. 2 personnes marchent dans la roue pour actionner une corde et lever les charges. Donc soit du mortier, soit de la pierre. On a la chance d'avoir une cage qui est sur un axe qui nous permet de disposer les charges à 360 degrés. Et moi, à tout moment, je peux arrêter la manœuvre ou la démarrer à l'aide du frein central ici. Des 2 patins que j'ai ici qui actionnent ou qui arrêtent la roue. Il y a aussi des réflexes constructifs qui nous aident à faire nos manœuvres. Par exemple, les murs sont construits par couches de pierre, par arase, où le mur d'une couche à l'autre est parfaitement horizontal. Ce qui permet de pouvoir utiliser le mur par lui-même comme stratégie qui entre dans la construction. De faire circuler la pierre sur des roules jusqu'à son emplacement où elle sera scellée. Encore un tout petit peu. Là. Ah ben voilà. Les bâtisseurs doivent également s'adapter aux terrains sur lesquels ils édifient les châteaux forts. Construire sur un éperon rocheux, par exemple, nécessite de mettre en œuvre des techniques de répartition des charges afin de garantir la parfaite stabilité de l'édifice. Nous avons ici un arc de décharge. L'arc de décharge, en fait, les Romains connaissaient déjà ce type de construction. Cet arc de décharge a été installé à cet endroit, semble-t-il, pour épouser complètement la forme du rocher, puisque le mur est construit vraiment en épousant la forme de la montagne. Mais il a été construit surtout parce que cette pierre comporte une faille. Et cette faille pourrait fragiliser le mur qui se trouve au-dessus.
Donc, pour que cette pierre ne supporte pas la totalité du poids, on installe l'arc de décharge qui va répartir les charges de part et d'autre de cette pierre. Chaque élément du château démontre une incroyable technicité. Les voûtes en croisée d'ogive, capables de supporter les tonnes de pierres accumulées à chaque étage. Les poutres de bois, taillées dans des troncs courbés afin d'épouser la forme de la charpente. Ou encore les fenêtres sculptées en pierre de taille. Le chantier tout entier est donc la conjonction de multiples savoir-faire, coordonnés par le maître d'œuvre. Ces architectes médiévaux sont pourtant les grands oubliés de l'histoire. Leurs noms ont bien souvent disparu. Avec le règne des rois capétiens Louis IX et Philippe IV le Bel, le royaume connaît une période de pacification et de stabilité. Les châteaux forts continuent néanmoins de se répandre sur le territoire royal et bien qu'ils répondent toujours aux normes militaires, leur fonction résidentielle se développe. La quête de confort devient alors une préoccupation majeure. La lumière est un luxe que les châtelains souhaitent désormais s'offrir. Les étroites meurtrières des premières forteresses cèdent alors la place à de grandes fenêtres en arcade, les baies géminées. À cette époque, elles se généralisent sur les façades les moins menacées, celles donnant sur la cour intérieure du château. À l'intérieur, dans la largeur du mur, des assises de pierre de taille appelées cou-sièges permettent aux occupants du château de profiter pleinement de la lumière du jour. Cet apport de luminosité offre au château fort un tout nouveau visage. Les murs y sont généralement décorés avec soin à l'aide de motifs très colorés. Sur le chantier médiéval de Guédelon, les bâtisseurs ont ressuscité une très vieille technique, la détrempe à la chaux. Alors ces murs sont enduits d'un enduit à la chaux qui va être recouvert d'un badigeon avec un lait de chaux qui va faire la surface blanche, le fond blanc sur lequel on va appliquer la peinture. Et ces enduits à la chaux vont réguler l'hygrométrie. Ils vont être respirants, donc absorber l'excès d'humidité. Quand on peint sur un enduit sec, il faut apporter des liants pour que ça tienne longtemps. Donc on va mettre de l'œuf, un œuf entier battu en omelette, et on va rajouter de la colle de peau d'animal, parce que dans la peau des animaux, il y a du collagène. Et ce mélange va relativement peu s'écailler. Et comme au Moyen-Âge, tous les ocres utilisés par les peintres sont obtenus à partir de pierres et de sable prélevés dans la carrière ou aux abords du château. On a toutes les matières premières qui sont là dans les mannes. De la pierre, de la terre, du sable, de l'argile, du chantier, ici autour du château. Les ocres, c'est un oxyde métallique qui est fixé sur cette matière-là. Et ocre, en grec, ça veut dire jaune. Donc on est dans la famille des jaunes, toujours. Les pierres, on va les broyer, tamiser pour avoir une poudre le plus fin possible. Et puis pour ce qui est des terres, des sables et des argiles, on va les laver. Et le tamis va conserver tout ce qui n'est pas intéressant, les sables, les graviers, les racines, et va laisser couler en dessous un jus coloré. Ce jus, on va le sécher et quand c'est sec, en faire de la poudre. La poudre, elle est minérale. On peut la stocker quasi éternellement jusqu'à en faire de la peinture. Sur certaines de nos couleurs, on va les utiliser pures et d'autres, on va les faire rougir. Entre 800 et 900 degrés, on va rubéifier la matière, donc passer d'un beige à un rosé, d'un jaune à un rouge ou d'un brun pas très joli, pas intéressant. Le rougir aussi, ça deviendra un brun rouge, donc de l'hématite. Les cheminées sont sans aucun doute l'élément de confort le plus indispensable à la vie quotidienne du château. Elles y apportent un minimum de chaleur et sont bien sûr essentielles à la préparation des repas. Relativement modestes dans les premières forteresses du XIIe siècle, elles atteignent des degrés de sophistication dans les constructions plus tardives car la cheminée est aussi synonyme de prestige. 2 foyers agrémentent généralement celle des cuisines. Un feu de cuisson équipé d'une rôtissoire et un four aux multiples usages où sont cuits les pains, les tourtes, les viandes ou les poissons des banquets seigneuriaux. Plus encore que la lumière ou le feu, l'eau est l'élément essentiel dont toute forteresse doit disposer. L'eau est primordiale dans un château fort, parce qu'il faut déjà tenir et être indépendant en eau lors d'un siège. Mais elle sert aussi pour la vie quotidienne et évidemment pour construire le château fort.
Alors à Guédelon, ayant puisé, l'eau n'est jamais très loin. On a creusé à 7 mètres de profondeur. Et la particularité du puits, c'est que la margelle du puits est faite en un seul morceau qui a été évidé par 2 tailleurs de pierre pendant 1 mois et demi. C'est un signe extérieur de richesse, mais le seigneur de Guédelon, on peut imaginer qu'il s'est permis ce petit luxe. Et c'est actuellement un des petits chefs-d'œuvre de la cour du château. À Guédelon, cet ouvrage d'art rend surtout le château totalement indépendant en eau. Cette autonomie est une nécessité vitale. Lorsqu'elles sont perchées au sommet des montagnes, les forteresses possèdent donc des citernes où l'eau de pluie est stockée après avoir été filtrée par une couche de cailloux et de sable. En plaine, les demeures des seigneurs les plus fortunés sont parfois équipées d'un système complexe de canalisation captant des sources parfois à plusieurs kilomètres. C'est le cas à Vincennes, château royal par excellence. Dans tous les châteaux du Moyen-Âge, il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Et donc très tôt, dès le XIIIe siècle, à l'époque de Saint-Louis, en 1234, j'ai des textes qui indiquent qu'on va capter des sources sur les hauteurs de Montreuil, à 3 km au nord, et on conduit l'eau par des conduites qui d'abord ont été en plomb et qui ensuite ont été en terre cuite. Donc ce système qui existe depuis 1234, et il est attesté par les textes, a fonctionné jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc l'eau arrive des hauteurs de Montreuil, au nord à 3 km, elle entre dans le château et elle va alimenter une fontaine qui était au centre de la cour du manoir. Et ensuite, de là, l'eau a été redistribuée. Mais une source, ça peut être coupé par les gens qui font le siège. Et donc en général, on double l'approvisionnement par source avec des citernes pour stocker les eaux pluviales et avec des puits. Il y en a un dans le donjon et il y en a un devant la Sainte-Chapelle et le donjon qui est actuellement visible. Donc ça donne une idée de l'importance, 3 km de canalisation, plus un système pour les eaux usées, quand il y avait un certain niveau d'eau dans les fossés, l'égout les rejetait et les conduisait dans la Marne. Donc on a au total 6 km de tranchées et d'égouts pour le système hydraulique de Vincennes au Moyen-Âge. C'est à l'échelle d'une ville, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Typique de l'architecture militaire de la fin du XIVe siècle, le château royal de Vincennes comporte un fossé de 11 mètres de profondeur et de 25 mètres de large. Ses murailles sont couronnées de machicoulis en pierre, posés sur une série de corniches en surplomb. Un châtelet d'entrée, composé de 2 tours jumelles et d'un pont-levis, en constitue l'unique accès, protégeant ainsi le donjon. Avec ses 50 mètres de hauteur, il est en 1369 le plus haut d'Europe. Son édification nécessitera l'utilisation des techniques de construction les plus innovantes empruntées aux bâtisseurs de cathédrales. Le renforcement de la maçonnerie par des barres de fer en constitue le parfait exemple. Ici à Vincennes, la restauration qui a été faite il y a une quinzaine d'années a entraîné le démontage d'une partie des parements et surtout m'a donné la possibilité de fouiller au-dessus des voûtes, à tous les étages. Et donc nous avons trouvé des barres de fer. Et au total, nous savons maintenant que ce donjon de 50 mètres de haut, voûté, donc avec des problèmes d'équilibre très, très importants, est entièrement ferraillé à partir du 2e étage. C'est-à-dire à partir du moment où il y a effectivement des risques de poussée oblique vers l'extérieur des voûtes. Donc vous avez là ce qu'on appelle une agrafe, vous voyez une barre de fer coudée. Ce genre d'agrafe a pour objectif d'empêcher l'écartement des 2 pierres qui sont aux 2 extrémités. Elles sont engravées, c'est-à-dire insérées à l'intérieur de rainures qui sont creusées dans la pierre, et elles sont recouvertes de plomb pour éviter l'oxydation. Et c'est une révélation sans précédent. Il y a au total dans cet édifice 2,5 km de barres de fer, c'est-à-dire environ une quinzaine de tonnes de barres de fer, ce qui est sans précédent dans l'histoire de l'architecture médiévale en France. Construites en pleine guerre de 100 ans à partir de 1361, ces fortifications caractérisent parfaitement la dernière partie du Moyen-Âge, au cours de laquelle le conflit opposant le royaume de France et celui d'Angleterre connaît plusieurs phases successives de fortes tensions. Au cours de cet interminable conflit, les châteaux forts acquièrent une dimension résolument ostentatoire. Avec son enceinte de 1200 mètres de périmètre et ses 9 tours résidences hautes de 40 mètres, la forteresse de Vincennes s'impose donc comme l'ultime symbole d'une monarchie en quête de reconnaissance. Affirmer la qualité de l'architecture, le décor sculpté et la hauteur, c'est une volonté de puissance.
Donc c'est un des premiers exemples de ce qui deviendra classique à la Renaissance et au XVIIe siècle avec Versailles ou Chambord à l'époque de François Ier. Une monarchie qui, par sa construction, par le décor, par la sculpture, affirme sa puissance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Vincennes est une forteresse, le donjon en particulier, mais c'est aussi une résidence royale. C'est la seule résidence d'un souverain qui subsiste en France. Ah, c'est une belle cloche. Hein. En fait, c'est une pièce rarissime. Des cloches du XIVe siècle conservées, en France, c'est rarissime. Alors, en général, ces cloches ont été fondues dans les guerres de religion ou de la République et de l'Empire pour faire des canons. Des canons dont l'apparition va radicalement changer l'art de la guerre. Et avec lui, l'architecture militaire qui devra s'adapter à ces nouvelles armes de destruction. Dès la fin du XIVe siècle, de nombreuses pièces d'artillerie prennent position sur les champs de bataille et à l'intérieur des citadelles. Si les premiers boulets en pierre sont peu efficaces, les boulets en fonte qui apparaissent au milieu du XVe siècle ont quant à eux une puissance dévastatrice. Désormais, l'artillerie est en mesure de concentrer ses tirs sur n'importe quel point du rempart et donc de créer des brèches. Au cours de la guerre de 100 ans, bon nombre de forteresses vont donc évoluer dans leur forme et leur architecture, afin de pouvoir accueillir ces dispositifs d'artillerie et les utiliser pour se défendre. À Castelnau, par exemple. La réponse architecturale du château de Castelnau est d'épaissir ses murs ou de les multiplier. Exemple, la tour d'artillerie fait 5 mètres d'épaisseur de mur. Donc une énorme tour d'artillerie, 30 mètres de haut, et qui accueille des canons, ces armes qui sont apparues au XIVe siècle, mais qui deviennent très performantes et qui devront lutter contre les assauts, cette fois d'un nouvel assaillant, les protestants lors des guerres des religions. Ici, les murs, les fossés, les barbacanes, les systèmes des hourds, des machicoulis, la multiplication des canonnières, tout est présent et ça facilite la lecture de ce qu'est la défense passive et active d'un château fort au Moyen-Âge. Réaménagé à partir de 1445, le château de Bonaguil en Nouvelle-Aquitaine va bénéficier de toutes les améliorations capables de le faire résister au perfectionnement de l'artillerie. Son commanditaire, Béranger de Roquefeuille, est un seigneur mégalomane. En appliquant ici toutes les dernières innovations en matière de système défensif, il va faire de ce château-résidence une forteresse militaire imprenable. Alors un château qui est conçu d'abord très cloisonné. On a à la fois ici une cour haute dans laquelle nous sommes, avec un logis seigneurial sur le côté. De notre côté, un donjon qui va fermer le milieu du château. Et ensuite une seconde partie derrière avec les communs et la basse-cour. Donc 2 parties très cloisonnées par ce grand donjon en forme de bateau au centre. L'éperon à l'avant, qui mesure 4 mètres d'épaisseur au centre, est tourné vers la colline nord de Bonaguil, qui est le point faible du château. Cette colline est juste devant le château, elle est à portée de tir. Avec cette forme en amande très profilée, le donjon est conçu pour dévier tous les boulets d'artillerie qui pourraient être tirés depuis la colline. Mais de par sa période d'achèvement vers 1510 et sa localisation en territoire pacifié, le château de Bonaguil ne connaîtra ni siège ni bataille, aucune mise à l'épreuve de ses systèmes de défense active. La forteresse est donc aujourd'hui dans un parfait état de conservation. C'est une construction pour le prestige. Béranger de Roquefeuille veut un château assez important. Il a doublé en réalité l'enceinte du château primitif par une 2e enceinte, plus une 3e enceinte à l'avant, une barbacane qui va protéger l'entrée du château. Donc effectivement une succession de systèmes défensifs bien connus déjà au Moyen-Âge et qui est là très développé, auquel il va ajouter des techniques défensives beaucoup plus modernes avec par exemple des canonnières percées dans les murs et non plus de simples archères. Il y a encore 104 canonnières percées dans les murs du château. Donc il modernise des principes anciens. Pour accéder à certains systèmes défensifs, il faut descendre sous le château, dans une grotte naturelle qui traverse l'escarpement rocheux sur lequel l'édifice est implanté. Ici, nous sommes dans la grotte de Bonaguil, qui est le lieu de naissance du château, très certainement. On peut tout à fait imaginer ici une grotte fortifiée au départ de Bonaguil. Et cette grotte
a ensuite servi, à l'époque du château de Béranger de Roquefeuille, de frigidaire, très certainement. C'est un frigo naturel ici, la température y est fraîche et à peu près constante. Ceci dit, cette grotte avait un autre avantage, elle traverse intégralement le château. Elle le traverse de part en part, la partie centrale tout au moins, ce qui permet de passer d'un côté à l'autre du fossé qui fait le tour du château. Et on avait là donc un couloir à usage défensif qui permettait d'accéder à une petite tour, une tour basse, solide, construite au fond du fossé. Une tour que l'on appelait alors moineau, percée de canonnières qui permettait de mitrailler le fond du fossé nord. Avec ses multiples enceintes situées à différents niveaux, le château de Bonaguil opère une défense dite à étage. Entre deux remparts, une fausse braie permet par exemple d'amortir les vibrations destructrices provoquées par les impacts de boulets contre la maçonnerie. Une fausse braie, ce n'est pas un fossé à proprement parler, c'est un fossé remblayé en totalité ou en partie pour renforcer la muraille extérieure et la rendre donc plus résistante aux tirs d'artillerie. Cette double enceinte remblayée intègre également des postes de tir avancés, des constructions défensives très modernes pour l'époque. Et parmi donc ces systèmes défensifs modernes, nous avons ici une casemate, c'est-à-dire un couloir de défense enterré dans le sol, percé de canonnières, des canonnières qui vont mitrailler le pied de la fortification. On a également des systèmes de chicanes. Un passage étroit, tortueux, qui va forcément ralentir l'avance des assaillants. On ne passe qu'un par un, on ne passe pas avec un gros armement. Et donc il est plus facile pour les défenseurs d'attendre les assaillants de l'autre côté. Ils les voient arriver un par un. Il y a des canonnières qui tirent dans les chicanes. Renforcée par toutes ces innovations, la capacité des châteaux forts à se défendre n'est pas remise en cause. Néanmoins, les édifices qui sont construits à partir du XVe siècle sont très différents de leurs prédécesseurs. Ils sont de plus en plus enfouis, afin d'empêcher que les tirs d'artillerie n'ouvrent des brèches dans leurs murs d'enceinte. La forteresse de Sals, aux portes des Pyrénées-Orientales, est de cela. Construite à la fin du XVe siècle sur ordre du roi d'Espagne, elle défend alors la frontière avec la France. La grande innovation de la forteresse de Sals, c'est d'avoir construit un bâtiment qui va être presque enterré. On est ici dans les fossés extérieurs du monument qui font 25 mètres de large, près de 20 mètres de haut. Donc on a une position extrêmement massive, renforcée et à l'abri, avec des attaquants qui sont totalement à découvert et qui, pour arriver jusqu'ici, ont quand même beaucoup d'obstacles. Quoi qu'ils fassent, on leur tire dessus. Les fossés sont protégés au moyen de canonnières percées au bas des murailles. Ces dernières sont élargies à leur base et épaissent d'environ 14 mètres. Une masse de pierre colossale censée protéger l'édifice des coups directs de l'assaillant et qui donne à cette forteresse un style très particulier. Il y a un côté énigmatique à la forteresse de Sals. On voit une silhouette très massive, à moitié enterrée, ça veut dire que de loin on ne voit qu'un petit bout. Et plus on s'approche, plus on découvre à la fois la silhouette massive du lieu et en même temps, quand on va rentrer à l'intérieur, alors là, là c'est le jour et la nuit. Vous avez une architecture beaucoup plus douce, même si elle est militaire. On est là pour défendre, mais à l'intérieur, on est là pour vivre. On est ici dans un lieu totalement ouvert, alors qu'on était à l'extérieur dans un lieu totalement fermé. Effectivement, ces arcades, par exemple, qui sont quand même peu habituelles en France, mais qui sont assez communes en Espagne, cette architecture assez arrondie que l'on va retrouver, par exemple, devant ce puits. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance qu'on pourrait appeler arabo-andalouse en termes d'architecture, même si ce n'est pas directement une origine de l'architecture, c'est peut-être ce que ça peut nous évoquer. On peut vraiment se poser la question, mais pourquoi a-t-on construit quelque chose d'aussi immense? La réponse est dans le fait qu'on doit pouvoir héberger une garnison d'environ 2000 hommes. En cas de siège, ces 2000 hommes doivent pouvoir tenir 40 jours en totale autonomie, le temps que l'armée de secours arrive. Il leur faut donc des réserves d'alimentation conséquentes
et une gestion rigoureuse de l'approvisionnement en eau. À Sals, des sources naturelles alimentent la forteresse et un innovant réseau de distribution d'eau contribue à son usage. Un des points faibles dans l'architecture militaire, c'est toujours l'eau, puisque le nombre de châteaux qui ont dû tomber parce que leur eau est empoisonnée, notamment le puits était empoisonné, sont très nombreux. Donc il est important de gérer l'eau de manière nouvelle, dans une conception nouvelle aussi de la guerre. Ici, on est dans un espace qui va distribuer l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça la chambre des vannes. Il y avait des vraies vannes qui permettaient de couper ou d'aller dans telle ou telle direction pour l'eau. Elle alimentait particulièrement d'ailleurs les services comme la boulangerie qui est à côté, mais aussi le donjon. Et dans le donjon, le gouverneur disposait de l'eau à quasiment tous les étages. Il y avait déjà une forme de confort pour ce début XVIe siècle assez exceptionnel. Et puis, ce qu'on appelle le service des armes. Le service des armes, c'est partout, mais absolument partout, des cheminements d'eau qui vont servir en particulier à prendre de l'eau pour pouvoir refroidir les canons. Au cœur des affrontements entre Français et Espagnols, la forteresse de Sals s'est imposée comme un modèle de place forte, dotée d'une architecture complexe et ingénieuse, capable de résister à toutes les tentatives de prise par l'ennemi. Comment est-ce qu'on peut prendre une forteresse comme Sals ? Il y a 3 scénarios possibles. Soit vous pouvez faire un siège, mais c'est compliqué, parce que Sals, il a été taillé pour un siège, pour défendre le monument, et même d'attendre 40 jours que l'armée de secours arrive. La deuxième possibilité, c'est d'attaquer avec les canons extérieurs et de pouvoir essayer de faire tomber les murailles. Tout ça, c'est quasiment impossible. 12 mètres d'épaisseur de muraille, même avec les boulets métalliques. D'ailleurs, on le voit sur les traces actuellement du monument. C'est rarement efficace. Et la troisième solution, eh bien, c'est la sape. C'est de créer des galeries de mines, c'est-à-dire de passer sous le monument pour miner. Mais le plus intéressant, c'est que le monument, depuis le début, il a été construit pour contrer ces sapeurs. Donc qu'est-ce qu'on a, nous, tout en dessous? Mais alors vraiment partout, 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 c'est ce qu'on appelle des galeries de contre-mines. Et comment on va contrer l'arrivée des ennemis? Eh bien, on va se positionner à différents endroits stratégiques pour écouter l'avance de l'ennemi. Et une fois qu'on a entendu l'ennemi arriver, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, on va l'empêcher de pouvoir créer ces brèches. Donc, on va soit le stopper, et soit, ce qui est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de défense du monument, on va exploser le lieu lui-même dans lequel se trouve le danger. La forteresse de Sals incarne véritablement la fin d'une époque. Car les châteaux forts tels que le Moyen-Âge les a connus sont amenés à disparaître. Sur tout le territoire, la puissance des seigneurs locaux décline au profit d'un pouvoir royal centralisé. Le système féodal est à l'agonie. Sals n'est pas un lieu où il y a un seigneur. C'est uniquement la partie militaire qui prédomine. Du coup, forcément, c'est une évolution par rapport à l'usage d'un château, c'est-à-dire on va avoir que des places fortes, des citadelles, etc. On n'a plus besoin de ce mélange-là. Et il y a encore, et heureusement, des châteaux qui vont évoluer. Si vous prenez par exemple au XVIe siècle, François Ier, Chambord, par exemple, c'est le XVIe siècle, il va démarrer avec des châteaux qui sont là aussi pour faire la chasse, pour pouvoir s'amuser. Il a un côté défensif, mais il a quand même déjà un côté très décoratif. Les travaux du château de Chambord sont supervisés par le roi François Ier à partir de 1519. Cet édifice majestueux constitue le parfait exemple de ces résidences d'agrément dont les fastes architecturaux n'ont d'autre but que de symboliser le prestige du royal commanditaire. Certes, ces palais conserveront quelques attributs du château fort, comme les tours, les machicoulis ou les échauguettes, mais leur fonction n'est ici que purement décorative. Au cours des règnes suivants, les rois vont procéder à une vaste entreprise de démantèlement des forteresses. Henri IV en fait abattre plusieurs, pour éviter, dit-il, qu'elles ne servent de repère aux ennemis de l'autorité royale. Dépossédée de ces attributs majeurs que constituaient les châteaux forts, la noblesse va désormais chercher à vivre au plus près du pouvoir, à la cour du roi. Et Louis XIII, puis Louis XIV vont poursuivre le processus de démantèlement. Au XIXe siècle,
le château se fait mystérieux ou lugubre sous la plume des auteurs romantiques. Tout un imaginaire se développe autour des ruines couvertes de mousse, envahies par la végétation. Vision d'un Moyen-Âge idéalisé et romanesque. Le château des contes enfantins projette sa silhouette gothique sur les lithographies et dans les peintures. À partir de 1837, date de création de la Commission des monuments historiques, un mouvement de conservation se développe. Les châteaux sont alors restaurés dans l'intérêt national, à l'image du château de Pierrefonds dans l'Oise, qui illustre parfaitement l'exaltation poétique de la mode romantique. Démantelé sur ordre de Louis XIII, il sera entièrement reconstruit par l'architecte Viollet-le-Duc à partir de 1857. Il faut savoir que Viollet-le-Duc, quand il va se lancer dans la restauration complète du château, va avoir une visée pédagogique, afin de pouvoir apprendre à la population ce qu'est un château médiéval. Restauré fidèlement dans son aspect extérieur, le château de Pierrefonds se retrouve doté de tous les éléments essentiels du château médiéval. Un plan quadrangulaire, un double rempart agrémenté de 8 tours rondes, une barbacane équipée d'un pont-levis et des systèmes de défense comme les meurtrières, les machicoulis et les échauguettes. Donc on a toute cette grammaire architecturale qui a un but évident qui est d'expliquer. Alors Viollet-le-Duc a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur une véritable forteresse qui date de la toute fin du XIVe et début XVe, qui est donc le château de Louis d'Orléans. Et donc il va reprendre le plan caractéristique du château fort. Il y rajoute aussi des éléments un petit peu légendaires et littéraires relatifs à cette période qui sont repris dans la littérature du XIXe siècle. Les ruines, donc, dans l'idéal romantique, sont des endroits, donc, on voit apparaître le terme pittoresque, où il fait bon se reposer et où l'âme s'élève. C'est dans la cour intérieure du château que ces éléments fantasmés par Viollet-le-Duc sont les plus visibles. Des réalisations architecturales de différentes époques se superposent sans réelle logique. Sur cette façade, des fenêtres à meneaux du XIIIe siècle côtoient des ouvertures trilobées gothiques et des galeries ouvertes sur des arcatures du XVIe et XVIIe siècle. Des ensembles statuaires de style roman répondent à des gargouilles aux formes étranges, offrant un décor au contraste aussi inédit qu'intrigant. On a des essais, on a des choses qui renvoient vers le Moyen-Âge, qui renvoient vers la connaissance du Moyen-Âge, mais avec des erreurs, on va dire ça comme ça, qui ne peuvent pas être celles réalisées par un architecte du Moyen-Âge. Donc il y a cette signature et une volonté de marquer que ce n'est pas un château authentique. Ensuite, on est dans un château spectacle, donc il faut que ça jette. Donc on essaie de mettre des éléments spectaculaires. Donc quand on arrive là, on en a plein les yeux et je pense que c'est déjà l'une des volontés de Viollet-le-Duc. Logée dans une tour, la chapelle du château est le parfait exemple de cette empreinte particulière laissée par l'architecte restaurateur. Création presque intégrale de Viollet-le-Duc, elle ne conserve d'authentique que l'abside, l'extrémité en demi-cercle située derrière le chœur. À divers niveaux, des tribunes, des loggias et des galeries enserrent la chapelle, lui conférant un élancement extraordinaire. À l'extérieur, un haut portail occupe la moitié de la façade. Une magnifique rosace surmonte le tout, en un ouvrage d'une extrême complexité évoquant bien la fin du XIVe siècle. Pierrefonds est donc manifestement une leçon d'architecture. Mais à l'intérieur du château, Viollet-le-Duc s'est autorisé plus de liberté, imaginant des sculptures, des boiseries, des décors peints et des meubles, qui annoncent plus l'art nouveau des années 1900 que le retour au Moyen-Âge. On est dans une salle un petit peu particulière qui est la salle des Preuses, qui était la grande salle de réception. Donc c'est ici que Napoléon III recevait. C'est ici qu'on en mettait un petit peu plein la vue à tout le monde. Donc il faut imaginer que cette pièce était aussi destinée à recevoir la collection des armures de l'empereur, qui se trouvait donc tout le long du mur ici, sous les différents blasons. Et Viollet-le-Duc s'est inspiré pour cette salle d'un élément spectaculaire, d'un véritable château médiéval, qui est le château de Coucy, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, pour cette magnifique cheminée des Preuses, qui donc existait au XVIe siècle, dans cet état à Coucy. Sans être aussi spectaculaire, on peut dire que cette salle a un peu les mêmes fonctions que la Galerie des Glaces à Versailles. C'est le château rêvé. Quand on pense à Peau d'Âne ou à la Belle au bois dormant, le premier château qu'on imagine, c'est Pierrefonds. Et donc on est dans un château qui est aussi un château romantique.
Et le romantique, c'est beaucoup d'imaginaire sur un peu de réel. Ce sont des ruines repensées. Et on peut dire que Pierrefonds, quelque part, c'est la réalisation concrète de la ruine repensée au XIXe siècle. Pierrefonds est le décor néogothique d'un conte de fées. 5 siècles d'architecture médiévale sont ici réunis, condensés dans un édifice relevant plus du mythe que de la réalité historique. Pendant un demi-millénaire, souverains et seigneurs ont fait construire des forteresses dont la beauté, la complexité et l'incroyable longévité fascinent encore. Ils sont autant de témoins d'une époque d'avancée technologique et de créativité. Ces édifices resteront à jamais le symbole du Moyen-Âge. Leur majesté architecturale et le témoignage qu'ils nous livrent sur une époque encore empreinte de mystère suscitent toujours autant la curiosité du public. Preuve que les châteaux n'ont pas fini de faire rêver.